première fois en 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin avec Coquelin dans le rôle principal, celui de Cyrano. Madame Simone a eu le bonheur de voir la pièce telle qu'elle fut donnée à la création. Quelle impression gardez-vous de la création de Cyrano de Bergerac à la Porte Saint-Martin? Mais vous savez, moi je n'ai pas... En 97, j'avais 17 ans, je n'étais pas du tout mêlée au milieu de théâtre. Par conséquent, moi j'ai été voir la pièce en bon spectateur quelques mois après sa création. Quand on a pu avoir des places, car je dois vous dire qu'immédiatement après le boom extraordinaire qu'avait été la répétition générale, ça n'était pas si facile. C'était vraiment un boom extraordinaire. Ah oui, ça a été tout à fait sensationnel, comme on dit maintenant. Sans ça, on dit maintenant, je crois. Les gens s'embrassaient dans les couloirs. Enfin, on a eu l'impression d'une naissance, d'un feu d'artifice, d'une création tout à fait singulière. Il faut bien dire que la pièce venait en réaction de toute une série de choses en vers, de poèmes qui étaient les poèmes des symbolistes et qui étaient apparus, sauf aux jeunes gens de mon âge, qui aimaient naturellement l'avant-garde, qui étaient apparus comme une chose assez morte. Alors on voyait ressusciter une sorte d'héroïsme dont on était déshabitué. C'est ça d'ailleurs qui a expliqué non seulement la perfection de l'action dramatique et ce qu'il y a de merveilleux dans la virtuosité du vers, mais il y avait dans l'héroïsme du sujet et de la manière dont il est traité quelque chose qui a été un extraordinaire rafraîchissement. On est curieux de connaître un peu l'auteur. Je sais que vous l'avez très bien connu. Oui, très très bien, je l'aimais beaucoup. Nous avons été très liés, car je l'ai connu d'abord parce qu'il a été le témoin de mon mariage en 98, et je l'ai connu ensuite parce que j'ai créé Chanteclair. Et d'ailleurs, à partir du moment où il est entré dans ma vie de jeune femme, nous l'avons vu très souvent, nous allions régulièrement à Cambo le voir. Mais si vous voulez que je vous parle de lui, je vous dirais d'abord que physiquement, c'était un homme extrêmement beau. Il avait un ravissant visage, il était d'une extrême élégance, et comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, cette élégance ne portait pas seulement sur sa personne, elle portait sur son être lui-même. Alors nous parlerons de son caractère. Il était marseillais, je crois. Il était né à Marseille, en effet, mais il était venu à Paris assez tôt. Il avait déjà, avant Cyrano, fait représenter une pièce à la Comédie Française qui s'appelait Les Romanesques, qui avait été un très grand succès. Puis il avait donné chez Sarah la Renaissance, La Princesse lointaine, et puis La Samaritaine. Est-ce qu'il a été conscient du succès de Cyrano? Ah, vous voulez qu'on ne soit pas conscient d'un succès où les gens se battent pour entrer, où la presse le lendemain déclare que c'est une révolution, que c'est une naissance. Mais on ne pouvait pas ne pas être conscient du succès. Sa popularité a été d'un coup quelque chose dont on n'a pas idée maintenant. On ne peut pas imaginer ce qu'était la popularité de Rostand. Est-ce que ça a transformé l'homme qu'il était? Non, pas du tout. C'était un homme d'une bonté, d'une générosité et d'une modestie extraordinaire. D'ailleurs, si on veut bien réfléchir, quand on l'a bien connu, il est certain que cette modestie, et je dirais presque cette humilité devant l'art, est la raison pour laquelle il y a eu tant de remises de Chanteclair. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait fait. Il trouvait toujours que c'était insuffisant. Seulement quand on raconte que la veille de la répétition générale de Cyrano, il s'est jeté au lit de Coquelin pour lui demander pardon, lui donner une si mauvaise pièce, je dois dire que j'ai beaucoup de peine à le croire. Qu'il ait peut-être dit, le lendemain de la répétition des Couturières, comme on appelle ça, qui avait été un insuccès. Le jour de la répétition des Couturières, les gens n'ont pas du tout vu à quoi ils allaient assister, ce qui d'ailleurs n'est pas étonnant, ils ont vu ça plus d'une fois. Et ils ont dit à un des témoins qui était là, me l'a raconté alors, on a dit comment est-ce qu'il sortait du théâtre, et il a répondu noir, il voulait dire un four noir. Et le lendemain est arrivé ce que nous savons. Il y avait chez Rostand quelque chose de profondément héroïque. D'ailleurs, si on veut bien regarder les œuvres des auteurs, elles sont toujours le reflet de ce qu'est leur caractère profond. Il est évident qu'on ne se met à sa table quand on est inspiré que pour dire ce qu'on a absolument besoin de dire et pour célébrer des occasions que la vie ne vous fournit pas toujours. Eh bien, je vous repeindrai, le théâtre de Rostand est une suite d'éloges de l'héroïsme. Est-ce que l'héroïsme alors voulu est presque, je ne dis comique, d'un jeune homme qui croit en effet qu'il pourfend des spadassins alors que ça n'est pas vrai. Il y a tout de même ça. Dans la Samaritaine, il y a l'héroïsme de la foi. Dans la Princesse lointaine, il y a l'héroïsme de l'homme qui aime et qui se sacrifie pour son ami. Et alors dans Cyrano, c'est positivement le champ même de l'héroïsme, d'ailleurs comme Chanteclair et comme l'Aiglon. Et si maintenant nous assistons
à ce prodigieux bonheur des gens qui sont dans la salle en entendant Cyrano, c'est que, de même qu'à l'époque où je parle de la création, c'était une réaction contre le symbolisme, eh bien je crois qu'en ce moment, la réaction est contre les pièces désespérantes qu'on nous fait voir. Et moi, je trouve, il y en a de trop belles, j'aime bien beaucoup Beckett. Et je trouve qu'une pièce comme Orly et Beaujour est une pièce profonde et singulière, mais on ne peut pas dire que c'est une pièce qui réconforte. Je crois que le public, maintenant, a évidemment senti exactement l'équivalent de ce qu'il a senti à la création. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait un vent d'enthousiasme, de jeunesse, de beauté morale qui tout à coup apparaissait et faisait du bien. Parce qu'enfin, on se lasse d'entendre dire tout le temps que la vie est mauvaise. D'autant plus que la vie n'est pas mauvaise, elle est absurde, c'est pas la même chose. Mais dans l'absurde, on peut encore trouver du bonheur, ne serait-ce que le bonheur de cœur et le bonheur d'esprit que nous fournit l'œuvre de Rostand. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir Cyrano. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le dire. Je crois qu'on nous annonce justement l'arrivée de... Madame Simone. Eh bien, vous savez, chère madame, dans quel guet-apens nous vous avons attiré. Je vous en avais prévenu par avance et je vous remercie d'avoir accepté. Je vous remercie aussi d'être arrivée la première au rendez-vous. Et nous allons, si vous le voulez bien, passer tout de suite à l'objet de notre entretien. Très bien, j'espère que je vais pouvoir vous contenter, mais j'en suis pas très sûre parce qu'en 1900, j'étais bien nouvelle dans le théâtre. Je n'étais alors que spectatrice et toute nouvelle spectatrice. Oui, mais le point de vue du spectateur, c'est au fond le point de vue qui intéresse nos auditeurs, puisqu'ils le sont tous. Et alors, nous parlons donc du théâtre à la veille de 1900. Oui. Le théâtre, ça représentait quoi dans la vie du Parisien? Ah, ça représentait l'unique distraction, n'est-ce pas? Il n'y avait à ce moment-là que ça. Il est très difficile, en effet, d'imaginer ce que pouvait être le théâtre à ce moment pour les gens de votre génération. Quand le soir, on disait « Où allons-nous ce soir ?» Ça voulait dire « Dans quel théâtre allons-nous ?» Il n'y avait pas de cinéma, il y avait très peu de boîtes de nuit, il n'y avait pas de dancing. Et les Folies Bergères existaient, en effet, le Casino de Paris, mais c'était tout. Et on y allait d'une façon tout à fait exceptionnelle. Et où allait-on? Il y avait à ce moment-là eh bien, il y avait à ce moment-là la Comédie Française, qui était un théâtre où on consacrait les auteurs. Il y avait où on jouait donc le répertoire, mais aussi les pièces des auteurs célèbres, n'est-ce pas, comme celle de Donnet, comme celle de Lavedan. Je crois qu'à ce moment-là, on jouait le Torrent de Donnet, on jouait le Nouveau Jeu de Lavedan. Cependant qu'en même temps, ces auteurs à la mode donnaient aux variétés et à la Renaissance des pièces qui avaient un autre caractère, le caractère, ce qu'on appelait boulevard. Le boulevard en lui-même, c'est un mot qui évoque toute l'époque. C'est ça, exactement, n'est-ce pas? Alors que maintenant, il faut dire les Champs-Élysées. Et en dehors de cela, est-ce que les comédiens, les artistes, étaient très connus du public et très aimés? Oui, ils avaient à ce moment-là la prodigieuse popularité, enfin tout au moins les très grands, qu'ont maintenant les stars de cinéma. Moi, je me rappelle au moment où Sarah jouait les Glands, en 1900, quand elle sortait pour reprendre sa voiture, il y avait l'avenue Victoria, 250 personnes qui l'attendaient à la sortie. Et les grands noms, les grandes têtes d'affiche? Eh bien, les grandes têtes d'affiche, c'était Saint-Ras, c'était Réjeanne, c'était Coquelin, c'était Le Bargy, c'était Guitry, c'était Granier. Très grands noms et tous très grands acteurs. Et même certains acteurs de génie. On commençait déjà à parler de ce que faisait Antoine. Oui, Antoine venait, je crois qu'Antoine a pris le théâtre Antoine, il me semble, en 98 ou 99. Et alors lui, il était encore le tenant du réalisme, du naturalisme. Hein. Il jouait là les pièces de Brieux, les pièces d'Ancet, et même quelquefois, enfin les pièces de Hauptmann, ce qui évidemment tranchait très nettement sur le ton boulevard. Il y avait une œuvre qui était le théâtre d'avant-garde, où Lunier jouait Ibsen, et Ibsen à ce moment-là semblait un auteur révolutionnaire. Non seulement ça, mais obscur. Eh bien, vous nous avez parlé tout à l'heure des grandes têtes d'affiche et des grands noms. Vous avez cité le nom de Coquelin. J'ai eu la bonne fortune de mettre la main sur un très vieux disque de Coquelin dans une scène de Cyrano de Bergerac. Ah, vous l'avez, il est bon? Il n'est pas excellent, mais nous allons l'entendre. Oh, quel bonheur. Eh bien, je serais bien heureuse de réentendre ce merveilleux diseur. Peut-être avec grâce, mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je tue. Vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre maheure, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, ma pointe voltige, une mouche, décidément c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi je touche.